On peut commencer? Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lovski se rebellent. Il y a un côté rebelle, hein, je pense, chez chaque artiste, donc c'est dans le paquet. Hein. Gérard Lanvin et Olivier Marchal s'amusent comme des gamins. On se dit des conneries toute la journée, et des fois c'est nul. On se dit mais on essaye. Et Jesse Eisenberg est le héros de l'OVNI de la semaine. Vous aimez les gueules de cinéma? Alors on débute cette émission avec celle de Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Mais pas de drame policier sombre au programme, bien au contraire. 9 ans après le succès du Fils à Joe, 1 200 000 entrées au box-office, les deux acteurs se retrouvent devant la caméra de Philippe Guillard pour un duo-duel savoureux. Allez, viens, ma chérie. C'est marrant, quand on vous voit ensemble, tous les deux, vous faites un couple parfait. D'un côté, Yalan, et de l'autre, le bonnet. Papy Sitter est une réjouissante comédie familiale dans laquelle deux grands-pères très différents vont devoir cohabiter pour aider leur petite fille à passer le bac. Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole? Non, madame, non. Alors vous levez la main. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous appelle papy dans la vraie vie? Oui, bien sûr, ma Ouais. petite fille. Oui, mais moi je suis heureux d'être un papy, hein. Franchement. Ça ne me dérange pas de vieillir. On ne s'attache plus aux choses de la même manière. Les choses chiantes, j'entends, les choses inutiles. Ouais. On gagne du temps, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais les acteurs n'ont pas peur de vieillir comme les actrices? Non, ça vous guette moins? Non, parce que je pense que c'est à nos âges qu'on commence aussi à avoir des rôles intéressants, quoi, des personnages intéressants. Non, mais Vous qui voulez ont dire vécu. qu'il a fallu attendre tout ce temps pour avoir des bons personnages? Quand même, vous avez été... Non, bien mais Gérard, lui, bien il a servi. eu la chance de commencer le cinéma bien avant moi et d'avoir des rôles qui correspondaient à son physique de playboy. Là, aujourd'hui, il est très abîmé, mais ça a quand même été un beau mec. Je veux bien que mon mec soit abîmé comme lui. Hein, C'est gentil. Regardez, lui, il est abîmé de naissance, donc c'est pas la même chose. Moi, je suis jaloux, en fait. Voilà, je crève de jalousie à côté de Gérard. C'est une alu, quoi. Là. Il a pris une gueule incroyable. Il a une gueule à la Gabin. Et puis, en comédie, c'est un roi, quoi. Ah bah, franchement, c'est mais gentil, d'où vous vient ce côté clown, quoi? J'ai toujours été loin du flic comme torturé, ça. quoi. Moi, je me suis vendu évidemment en tant que flic au départ et j'ai écrit des histoires de flics, mais dans la vie, je suis plus le personnage du film que le mec sombre qui fait les films noirs et tout ça. Moi, j'ai fait du théâtre à partir de la 4e jusqu'en terminale. Je jouais des comédies, je jouais des pièces de Labiche, je faisais les sketchs de Guy Bedos, de Poiré et Serrault, enfin... Voilà, donc après, on l'a ou on l'a pas, hein, je pense que ça se travaille pas. Gérard aussi, C'est un art de vivre aussi, Ouais. qui fait qu'on a un décalage, on observe, on rigole de certaines choses, parce que les personnages qu'on joue, ils existent. Alors c'est vrai, dans le parisianisme un peu élitiste, on pense que, ouais, on est des beaufs. Non, des beaufs, il y en a des millions, comme nous. Et s'il faut s'inscrire en tant que beauf, je m'inscris en tant que beauf, c'est pas un problème. Moi, je sais que quand on faisait camping, on était des beaufs dans les journaux parisiens, etc. C'est devenu une trilogie culte. Reculez, ouais, reculez. Allez-y, encore. Voilà, là, c'est parfait, là. Voilà, hop. À 9 mètres, monsieur l'arbitre de foot. Ici, c'est moi qui distribue les cartons rouges, d'accord? Et puis, estimez-vous heureux que je vous laisse profiter du reste de la maison. Je suis chez moi, ici, là. Hein? Tu veux la guerre, mon petit pépère? Eh ben, t'es tombé sur un collègue, là. Fallait pas réveiller le capitaine Morales. Comment vous avez découvert que vous étiez fait pour être le clown blanc, quand Olivier Marchal serait plus l'Auguste? Parce que vous en avez beaucoup fait des duos. Ouais. Oui, j'ai une habitude des duos, donc je sais... Oui, il y a Michel Blanc, voilà, Bernard quand on me Giraudot, propose Franck Dubosc au départ, avant, on imaginait que Franck Dubosc pouvait jouer ça avec Bigard. Et tout d'un coup, ce duo n'aurait pas forcément été de la même sorte. Je ne dis pas qu'il aurait été mieux ou moins bien, il n'aurait pas été de la même sorte. Moi, quand on me l'a proposé, j'ai su, et pourtant Dubosc n'avait jamais fait de cinéma, j'ai su ce que je pouvais faire avec Franck Dubosc sur le clown blanc, par rapport à lui, ce qu'il pouvait amener en tant qu'Auguste. Là, c'est la même. Alors, c'est mieux de le diriger dans Les Lyonnais ou c'est mieux de jouer face à lui? Oh, moi, j'adore. C'est deux plaisirs complètement différents. J'aime les deux. Moi, j'ai adoré le diriger parce que d'abord, il est beau. La caméra, elle fait l'amour avec lui. Donc, quand je dis ça, c'est comme... Voilà, c'est dans Les Lyonnais, il avait 10 ans de moins, certes, mais bon... C'était les derniers soubresauts où on pouvait encore le filmer torse nu et tout ça. Bon.
Non, mais Quoi, je me vous suis voulez dire régalé. on ne Non. verra plus Gérard Je Lanvin plaisante, torse nu, mais excusez-moi. il peut encore. Je vacille. Il en voit bien encore. Il en voit bien encore. Mais c'est vrai que quand on met la caméra sur un acteur comme ça, c'est un plaisir. Et en tant que partenaire, c'est un frangin. Mais parce qu'on ose tout, tous les deux. Quand vous avez quelqu'un qui ne vous juge pas en face et qui joue avec vous, on ose. Donc, à partir du moment où on ose, voilà, on s'amuse. Après, c'est au metteur en scène de nous dire, là, c'est un peu trop, redescendez de 3 marches parce qu'on est allé un peu loin. Et après, voilà, on s'amuse, quoi. Et vous auriez pas envie de vous écrire une histoire pour tous les deux? Non, j'aimerais bien faire un Vincent François pour les autres aujourd'hui, avec Gérard, des problèmes de mecs d'aujourd'hui, avec leurs femmes, leurs maîtresses, leurs enfants. De toute façon, avec Gérard, j'espère qu'on va en faire d'autres, des films. On n'est pas encore sur la touche. Faire du théâtre ensemble, moi, pour le coup, je serais partant avec Olivier. Faire évidemment dans la comédie. Bah, merci pour le bonheur, Merci. la joie et la Merci à jeunesse vous. d'esprit. Merci. Merci, c'est gentil. Tu ne l'as pas raté. Ouais. On poursuit avec le film le plus étrange de la semaine. Il était une fois un charmant jeune couple à la recherche d'une maison pour s'installer et y fonder une famille. Welcome to Yonder. Thank you. Number 9. Amenés à visiter une demeure dans un lotissement flambant neuf, les amoureux vont rester coincés dans cet endroit qui va se transformer en prison cauchemardesque. Number 9 again. Did we just do some kind of loop? Tom. Réalisé par l'Irlandais Lorcan Finnegan, Vivarium est un conte surréaliste et angoissant porté par Imogen Poots et Jesse Eisenberg, qui de The Social Network à Bienvenue à Zombieland, en passant par Café Society, séduit par ses choix toujours singuliers. Et quand on demande à l'acteur de décrire Vivarium, ça donne ça. Nightmarish. Anxiety. A false beauty. I loved Vivarium because it uses these very strange symbols of this perfect-looking house that's too perfect, of a street that seems like the same street over and over again, of a child that is a beautiful, cute child, but who seems terrifying. So it takes all these archetypical symbols and puts them together in a context that is scary. The living room. A room to live in. Memories will be made in the ample spaces between these walls. Come. It's good. It's good. I love it. I love the single hue. It was not trying to make a political statement. It's about the fears we have of finding a house, of having a child, of getting married, of growing up. But it's not like a kind of juvenile attempt at criticizing consumerist culture. This movie is this extreme nightmare, a manifestation of the darkest fears that we have about our own mortality. So it's about like the futility of our lives, the way we could spend our entire lives working towards something that ends up killing us. So I love that the movie plays on all of these ideas without being obvious. It does it in a kind of subtle, artful way, like Buñuel or Man Ray, rather than like, Black Mirror or some kind of political movie. It's a boy. It creates like a dream world. I don't know, like Kafka's The Trial, where you're like put into this absurd place, and if you resist it, they kill you, and if you accept it, they kill you, and there's no correct way to live, and that's the point, that there's no right way to be a free person. I mean, it's a, kind of a terrifying predicament with no good answer. Different art addresses the world in different ways. Luckily, as an actor, I get to be in different things. I could do a movie like Vivarium where I would never have thought to conceive of something like this, but it allows me to view the world in a different way, and it allows me to watch people who are creative and making things in a way that is very different from me.
Ce sont 3 actrices féministes jusqu'au bout des ongles. Ma mère a monté le parti féministe avec des copines au début des années 70, donc j'ai pas tellement de mérite. Hein. C'est donc particulièrement jubilatoire de voir Yolande Moreau, Juliette Binoche et Noémie Lovski incarner les professeurs d'une école d'art ménager. Les bonnes profs. Des institutions qui, jusqu'à la fin des années 60, avaient pour but de former de parfaites femmes au foyer. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec La Bonne Épouse, le réalisateur Martin Provost signe une comédie enlevée sur l'émancipation et le combat pour l'égalité qui résonne avec notre époque. Qu'est-ce que vous saviez sur ces fameuses écoles ménagères? Parce que je dois dire que mon inculture dans ce domaine était forte parce que j'en ignorais l'existence. Ça n'existait déjà plus de mon temps, je crois que je suis la plus vieille. Là. Mais on est nombreuses à avoir récupéré des bouquins qui parlent de l'institution ménagère et de ce qu'il faut faire. Et là, on tombe sur le cul parce que c'est pas si vieux, quoi. Je savais pas du tout que ça existait. Et puis quand Martin me l'a appris, j'ai pas été surprise. Vous vous êtes remis en tête certaines dates phares comme ça de l'émancipation féminine? Parce que moi, ce film, ça a été pour moi l'occasion de le faire. Je savais évidemment que le droit de vote datait de 44. Il faut remonter à la loi Salique, hein, qui donnait l'héritage à l'homme et plus à la femme. Et puis ensuite, ça a été après Aliénor d'Aquitaine, comme elle a divorcé, s'est remariée, ça a énervé plus d'un. Et je pense que dans la tête des gens, ils ne votent pas pour les femmes, pour les présidentes, certainement inconsciemment à cause de ça. Parce qu'on a eu des rois après rois et que les femmes ont été complètement écartées du pouvoir. Il y a aussi une chose de génération, c'est que nos mères, quand elles sont nées, il n'y avait pas le droit de vote. Il y avait encore moins le droit à l'avortement, il n'y avait pas la contraception, il n'y avait pas... Enfin, on revient de loin, il faut quand même le savoir. Et c'est pas fini. Mais d'ailleurs, Yolande, je sais par exemple que vous avez été maman très jeune, oui. Puis vous êtes montée sur scène. Ça, c'est oui, quand même une sacrée forme d'émancipation. Bah, justement, je fais du théâtre enfant parce que j'avais des enfants. Et ça coïncidait bien comme horaire, en fait. Mais je me souviens que tu m'avais raconté que tu étais en train de repasser et que tout d'un coup, tu te dis, je ne vais pas repasser toute ma vie, je vais faire du théâtre. Ça c'est plus tard. C'est-à-dire que moi, ma vie, c'était principalement la famille, mais je me souviens que mes enfants adolescents partaient tout le temps, mon mari travaillait au cinéma, partait tout le temps. Je me vois en train de repasser, je dis, attends, ça va ici. Je vais travailler. Et l'année suivante, je travaillais beaucoup. C'est là où j'ai commencé chez Deschamps. Tourne-toi un peu pour voir. Tourne-toi, que je te vois de dos. Oh, ça te fait un de ses culs. Ah bon? Tu trouves? Tu vas le mettre dans la rue? Oui, peut-être, je sais pas. Et être actrice, c'est être soumise ou émancipée? Soumission, c'est peut-être un mot un peu fort, mais obéissante, un peu. J'étais au début, puis après... non, parce qu'à l'intérieur de soi, enfin, il y a un côté rebelle. Hein. Je pense chez chaque artiste, en tout cas, il me semble que c'est dans le paquet. Hein. Mais... non, après, il y a plus l'idée de servir une histoire, de servir un personnage, de servir une vision. L'idée, c'est de danser ensemble. Donc, il faut trouver des... Je ne sais pas si c'est le mot compromis, mais des solutions, des possibilités pour se rapprocher. Juliette dit qu'elle a été obéissante. Je ne la crois pas. Parfois, si. Amoureuse, j'étais obéissante. Mais pas amoureuse, je n'étais pas forcément obéissante. T'étais amoureuse, quoi. Ouais, j'étais amoureuse, ouais. C'est sûr que c'est de l'obéissance. Non, moi, je pense pas du tout qu'il y ait de la soumission. Ou alors c'est qu'on tombe sur des metteurs en scène pourris. Et donc des films pourris. Mais non, je pense... Enfin, j'ai un ami très cher, metteur en scène, qui, en parlant d'une comédienne avec laquelle il travaillait, disait qu'elle était co-réalisatrice du film, au fond. Mais je pense ça de toutes les alliances, comédiens, comédiennes, réalisateurs et réalisatrices. Avec l'équipe, on prépare, mais au moment où ça tourne, c'est l'acteur ou l'actrice qui font les plans. Madame la directrice, je voulais vous prévenir. Oui, dites-moi, Marie-Thérèse. Nous avons une rousse. Pardon? Nous avons une rousse. Bah oui, j'entends, et alors? C'est pas vous que je vais la prendre, madame la directrice. Une rousse est toujours un élément, comment dirais-je, perturbateur.
eux en neige. Et surtout pas l'essence, elle va nous faire tourner les sauces. Enfin, Marie-Thérèse, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il n'empêche. On parlait de révolution féministe. Elle est vraiment à l'œuvre dans le cinéma français? Oui, ça bouge, moi je trouve. Moi je trouve aussi que ça bouge. Vous le constatez à travers quoi? À travers les scénarios, à travers le fait qu'il y a plus d'argent pour les femmes déjà. réalisatrices? Un peu plus. Il y avait Agnès Varda. Un peu plus. Oui, enfin, ça n'a pas décuplé non plus. Hein. Je pense que les choses s'installent petit à petit et je vois bien en tant que femme, que ce soit n'importe où, dans le milieu du théâtre, même tout ça, pour faire valoir ses idées, tu vois, il faut manœuvrer. Et ça, on n'est pas des femmes pour rien non plus. Il faut faire amener les idées comme ça, l'air de rien, faire semblant qu'elles dévient de l'autre. Oui, il faut être les plus fortes sans avoir l'air d'être les plus fortes. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Silence, moteur demandé. La semaine prochaine, dans Story Movies, on vous emmène en exclusivité sur le tournage d'un film d'horreur français, Méandre, qui se déroule dans un tube. Si vous êtes claustro, vous allez avoir du mal à vous en remettre. Salut!